Cool. Eh ben, bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aime bien faire un petit sondage pour connaître un peu mon public. Donc, est-ce que les gens qui ne sont pas devs pourraient lever le bras? Ok. Et par ailleurs, est-ce que les devs qui pratiquent le test-driven development pourraient lever le bras? Ok. Donc globalement, on a plutôt des devs et quelques-uns qui pratiquent le TDD, c'est cool. Alors comme l'indique mon titre que vous ne pouvez pas lire, bah globalement, je vais essayer de porter un regard scientifique sur l'artisanat logiciel. Et pour ça, on va commencer par une petite intro pour que vous compreniez en fait d'où je parle. Donc moi, c'est Victor Lambray, j'ai 25 ans et je suis développeur logiciel à Sogilis. Il n'y a aucune chance que vous connaissiez, je viens de Grenoble. On est une petite SS2I d'une 40aine de personnes sur toute la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc un petit inconnu quoi. Mon parcours, c'est qu'il y a très longtemps, je faisais un truc passionnant, j'étais technicien d'exploitation de bases de données. C'était tellement bien que j'ai décidé de me réorienter dans l'informatique embarquée pour faire des trucs cool de mes journées. Donc c'est ce que j'ai fait, et pendant quelques années, j'ai fait du kernel Linux. Et dernièrement, je remonte les couches applicatives, donc maintenant je fais parfois de l'embarqué, parfois pas. Je m'intéresse énormément à comment est-ce que je peux utiliser les tests dans mes méthodes de développement. Et ma dernière marotte, c'est de m'intéresser au code legacy. Donc là où les codes pourris, ça fait un peu peur, moi je vois des codes intéressants sur lesquels il y a des problématiques que j'ai jamais vues. Et comme j'en ai marre de démarrer des projets de zéro, c'est ce que je cherche maintenant. Et j'ai beaucoup de qualités, mais je suis aussi prestataire de services. Et dans cette activité, on a tendance à intervenir dans plusieurs contextes différents et à changer de projet assez facilement. Et moi, dans mes projets, je vois défiler les technos, j'en change très régulièrement. Par contre, ce qui reste, c'est les méthodes de développement et les pratiques que je mets en œuvre. Et en particulier, des pratiques d'artisanat logiciel. Donc l'artisanat logiciel, on a souvent une vision assez simpliste, en tout cas elle est assez répandue, avec d'un côté les mauvais développeurs, ils font du cycle en V dans l'usine, etc. C'est absolument horrible. Et de l'autre côté, on a des développeurs qui vivent une idylle absolument parfaite parce qu'ils ont les bonnes pratiques, etc. et tout va bien. Et on a du coup toute une culture comme ça qui se décrit derrière l'artisanat logiciel avec l'extreme programming, du clean code, plein de trucs qui finissent par DD, etc. Faut que je parle encore un peu plus fort? Ok, on va tenter. Et du coup, vu qu'il n'y a pas tellement de distance critique là-dedans, moi j'étais intéressé pour aller en ramener. Du coup, je suis allé chercher du côté des publications scientifiques, parce que c'est des gens qui sont pas dans la théologie dont parlait Plum tout à l'heure. Eux, ils sont intéressés, si leur idée c'est de comprendre les lois de la nature, là, il y a pas mal de choses à comprendre, en fait, derrière les préconisations qu'il y a. Et c'est une démarche que j'ai commencée en 2020, avec un premier papier qui s'appelait, une première conf qui s'appelait Artisanat logiciel, un regard zététique. Donc la zététique, globalement, c'est le buzzword pour que les gens viennent pour dire qu'on va lire des publications scientifiques. Et dans cette conférence-là, en fait, je finissais par une problématique, c'est que j'arrivais pas à conclure sur ce que faisait le test-driven development. Parce que dans ma documentation, dans mes papiers, j'ai pas trouvé de papier qui allait dans ce sens. Mais l'année d'après, entre-temps, il y avait une publication absolument géniale qui apportait énormément d'éléments éclairants et que j'ai mis dans une autre conf. Du coup, c'est le test-driven development sans commencer par les tests. Et comme globalement, il y avait cette coupure au milieu, je me suis dit, je vais rassembler les deux dans une seule conf. C'est celle-là. J'ai enlevé le gras, etc. Donc en fait, on devrait être large pour les questions. On ne va pas essayer de presser ou quoi que ce soit. Et donc, on va suivre la structure suivante. On va commencer par s'intéresser à un problème tout simple. Est-ce que la taille des fonctions, ça a une importance? Ensuite, on va monter un petit peu en complexité. On va la regarder clean code dans son ensemble. Puis le test-driven development. Puis le test-driven development versus une autre pratique qui s'appelle l'iterative test last et qu'on présentera à cette occasion. Et puis on conclura un petit peu tout ça. Alors, les tailles des fonctions. Si on prend ce que dit Robert C. Martin, il a des explications très tranchées sur comment les fonctions devraient être écrites. Les fonctions, elles devraient être petites. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'elles devraient être encore plus petites. Donc, récursivement, on arrive à des fonctions de taille 0, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais bon. Et puis, un peu plus loin, il détaille ce qu'il veut dire par là. Alors, les fonctions, elles doivent faire 2, 3, 4 lignes maximum. Bon, c'est assez radical, mais ok.
et chacune, elles doivent raconter une histoire magnifique, etc. Mais il est quand même prudent, il dit « Ah, je peux pas le prouver, hein, parce que bon, voilà, je dis ça, mais c'est quelque chose qui est plutôt accepté que, globalement, les petites fonctions, c'est mieux. » Donc je me dis, bah, je vais faire de la recherche là-dessus. Ça va être super facile de trouver des informations sur est-ce que la taille des fonctions, comment ça joue, et est-ce que les petites fonctions, c'est mieux. Et bien en fait, pour ça, j'ai dû remonter en 1983. Alors à chaque fois que vous aurez une slide comme ça, c'est que je suis en train de faire une citation de publication. Et du coup, c'est des publications revues par les pairs. C'est pour ça que je les mets en or, c'est des bonnes publis, ça. Et pourquoi j'ai dû remonter en 1983? Parce qu'en fait, cet élément-là, seul, ça intéresse personne. Mais dans ce papier, on retrouve quand même des éléments assez proches. Donc globalement, c'est dans le contexte d'un programme qui est utilisé pour des programmes de lancement de satellites, en fait. Et donc dans ce cadre-là, ils ont une petite base Fortran de 90 000 lignes, avec 370 modules. Et les modules, tels qu'ils les décrivent, ça correspond à peu près à ce qu'on fait avec des fonctions maintenant. Et pendant 2 ans et demi de maintenance évolutive, en fait, comme c'est du logiciel critique, il y a une traçabilité à faire sur les modifications. Donc à chaque fois qu'il y a un bug, on doit remplir une fiche qui dit « le bug, c'est ça ». Et on doit dû modifier tel fichier pour pouvoir corriger le bug. Du coup, on peut compiler ça pour voir, bah, en fonction de la taille des modules, lesquels ont le plus de bugs. Et on arrive au graphe suivant. C'est que plus les modules sont gros, moins ils ont de bugs pour 1000 lignes. S'il y a quelqu'un qui s'attendait à ce résultat, je veux bien qu'il m'explique comment. Parce que personnellement, c'était complètement contre-intuitif. Et c'est également contre-intuitif pour les gens qui font le papier à l'époque. Ils disent, en fait, on ne s'attendait pas à ce genre de conclusion, et la seule chose qu'on peut en tirer, c'est que pour l'instant, en fait, on n'est pas prêt à mettre des limites arbitraires sur la taille des modules. Exactement ce que fait Robert C. Martin. Mais c'est normal. Ça, c'est 20 ans avant Clean Code. Mais si on applique toutes les recommandations qu'il y a dans le bouquin, forcément, ça va être vrai, ça va marcher en fait. Faut juste ramener le reste. Du coup, on va passer à Clean Code avec un papier qui n'est pas une publication scientifique. C'est un mémoire de thèse. Non, c'est un mémoire de master, là, globalement. En fait, je l'ai utilisé parce qu'il a exactement les mêmes résultats qu'un papier scientifique que je vous ramènerai plus tard, mais avec plus de détails. Et les détails sont importants. Et donc, en particulier, ça m'a permis d'aller regarder quel code il proposait, quelles expérimentations il proposait, et de voir, pour moi, ça avait du sens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une base de code Java, plutôt moche, suivant les critères standards, voilà, du code écrit avec les défauts classiques, des longues fonctions, pas de factorisation, pas d'attention spéciale. Et ils vont choisir un groupe témoin qui n'aura pas de chance. Ils vont devoir travailler avec ce code-là pour certaines tâches. Et de l'autre côté, ils vont essayer d'appliquer les principes de Clean Code. Et ils vont faire une version refactorée, comme s'ils avaient fait un petit kata, etc. Et j'ai vu le code, ça correspond vraiment à ce qu'on peut avoir en sortie de kata, c'est assez canonique. Et ils vont le filer au groupe des winners. Eux, normalement, ils devraient surperformer, parce qu'ils ont un meilleur code. Il y a des gens qui ont passé du temps pour leur rendre service. Et les résultats, c'est que sur la tâche, pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à ce code, ce qu'on observe, c'est que les gens qui avaient le code qui n'a pas été touché, ils mettent 10 minutes de moins en moyenne. Donc c'est cool, il y a des gens qui ont passé du temps pour que d'autres personnes mettent plus de temps à comprendre comment on rajoute une feature. Bon. Mais par contre, si on est dans une évolution du code existant, là pour le coup, on s'aperçoit que les gens qui ont la version retravaillée, ils ont des très bonnes performances. OK. Et la dernière tâche, c'est pour chercher un bug. Et celui-là, c'est mon préféré. Parce que, on voit que les gens qui ont la version originale, ils mettent moins de temps à trouver le bug. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est les écarts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils trouvent le bug en mode, c'est là. Et il y en a d'autres, ils ont une version, on l'a préparée pour eux. Voilà, il y en a deux, ils passent 1 heure à essayer de trouver un bug. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Normalement, on devrait avoir
que des meilleurs résultats avec ce groupe-là. Et cette hétérogénéité dans les résultats est aussi assez surprenante. Du coup, eux, ce qu'ils en concluent, c'est que si on applique Clean Code, il n'y a pas de bénéfice immédiat pour la compréhension. C'est de la recherche, hein, donc niveau conclusion, ils ne vont pas tenter des trucs qui sont compatibles avec LinkedIn. Ils disent que des trucs qui viennent de leurs données et ils n'ont pas d'éléments pour trancher. Et du coup, là, il y a le papier de recherche qui fait exactement la même expérimentation, avec un cadre un peu plus sérieux et de la revue par les pairs. Et donc voilà, les vieilles habitudes ont du mal à mourir. Ça veut tout dire. Eux, c'est leur analyse, parce que globalement, sur leurs tâches, en fait, on a une espèce de petit pendule. Parfois, la version originale, elle est mieux. Parfois, c'est la version refactorée. Puis, ils ont pris un malin plaisir à les faire changer une fois sur deux dans leur publication. Donc, globalement, si on regarde ça, c'est qu'en fait, ça dépend de pas mal de trucs. Du coup, la vérité simple en fait, on fait du clean code et tout d'un coup, on va rendre service à tout le monde, quel que soit ce qu'ils font. Et ça semble un petit peu plus compliqué que ça. Du coup, si on passe au test-driven development, on est d'accord que c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué que la taille des fonctions et refactorer un petit bout de code. Donc, j'ai été super surpris quand j'ai fait mes recherches des résultats précédents qu'au niveau du TDD, je m'attendais plus à rien en fait. Je savais pas ce que j'allais trouver globalement. Je vais faire une pause pour boire parce qu'en fait, c'est fatigant de crier. Ok. Donc le premier truc que j'ai regardé, c'est est-ce que le TDD c'est efficace? Et pour ça, il y avait plein d'études théoriques, etc. Moi, je suis allé chercher les études empiriques. Et ça, c'est un papier de recherche qui fait une synthèse de plusieurs publications, spécifiquement d'études empiriques. Et donc, ils ont cherché dans les différentes études quels étaient les résultats pour différents sujets. Donc, soit la comparaison peut être neutre ou on n'arrive pas à conclure, soit on peut observer des effets négatifs, soit on peut observer des effets positifs. Et là, pour chaque critère, pour chaque étude, globalement, ils vont les avoir classés. Et donc, on observe que, a priori, sur le nombre de défauts, ce serait peut-être plutôt positif. Sur l'effort demandé, il y en a pas mal qui disent que c'est négatif, il y en a beaucoup plus qui disent qu'ils ne savent pas, et il y a quand même la majorité des points sur lesquels, en fait, ils n'arrivent pas à conclure. Mais en fait, les études empiriques, ça veut dire que c'est des études où on pratique. Mais il y a des études dans un cadre académique et des études industrielles. Maintenant, si on sélectionne uniquement les études industrielles, en fait, on s'aperçoit que c'est elles qui arrivent à trancher. Typiquement, sur les efforts, beaucoup des études académiques, la majorité, en fait, n'arrivent pas à conclure. Par contre, au niveau industriel, ils disent « Ah, quand même, ça prend du temps. Hein. » Voilà. Donc, si je veux essayer de comprendre est-ce que le TDD est efficace, je peux aller creuser ces études industrielles. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ce papier-là. Donc, globalement, avant, on avait un papier qui référençait plusieurs papiers. Maintenant, on a un papier qui référence plusieurs sujets d'études. 4. Donc, ils ont regardé 4 équipes chez différentes boîtes. Donc, globalement, on a IBM et Microsoft. Et les sujets, c'est des drivers, du Visual Studio, du MSN, ça c'est un petit peu mort quand même, et de l'OS. Donc, des sujets plutôt sérieux. Et ils ont comparé quels résultats ils ont obtenus dans des équipes où le test-driven development a été mis en place avec leurs anciennes pratiques. Et comme c'est des boîtes assez grosses, en fait, ils ont réussi à trouver des projets contrôle sur lesquels, en termes de taille, en termes de sujet, c'était relativement similaire. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des grosses boîtes, c'est que dans les petites boîtes, ils n'ont pas ce genre d'informations. Et il faut voir que les groupes contrôle, ce n'est pas des gens qui bossaient comme des cow-boys. Hein. Globalement, ils ont des équipes de testeurs autour. Ils ont quand même des concepts on a des spécifications, on a des tests boîte noire, donc ils ont juste intégré le test-driven development dans l'équipe de développement. Et les résultats qu'ils ont observés, c'est une augmentation du temps, à peu près 20%, et une réduction des bugs. Et alors là, c'est quand même assez impressionnant, parce que ça va de moins 40% dans le pire des cas,
jusqu'à une division par 10 du nombre de bugs. J'adorerais avoir ça sur mes projets. Hein. Du coup, quand on voit ces résultats, on se dit, ok, donc le TDD, on y passe un peu plus de temps, et ça va enlever les bugs de malade. Sauf que, les gens qui font cette étude, ils concluent que, on ne sait pas conclure sur l'efficacité du TDD. Parce que pour eux, c'est pas suffisant pour se dire que le TDD est efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces études-là, à chaque fois, les données ont porté sur l'équipe de dev. Donc on est capable de dire, ok, ici on y passe plus de temps, et on réduit les bugs. Mais en fait, il y a une équipe de testeurs, il y a la QA qui passe avant de livrer le produit. C'est des gens un petit peu sérieux, quoi. Donc en fait, on n'a aucune information sur la réduction du nombre de bugs qu'auraient trouvé les utilisateurs. Donc si on s'intéresse aux bugs pour les utilisateurs, ils ne peuvent pas conclure, ils n'ont pas les données. Et après, l'autre élément pour lequel ça les gêne de conclure, c'est que globalement, le groupe contrôle, on leur file 20% de temps en plus, sachant qu'en général, les tests et la qualité, c'est un peu la variable d'ajustement pour tenir les deadlines. Ils auraient obtenu quel résultat en fait? Et là encore, on n'a pas l'information. Et voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles ils disent qu'on ne peut pas vraiment conclure. Et un autre élément, c'est... je ne suis pas sûr que cette slide devrait se trouver à cet endroit-là, mais je vais l'introduire quand même. Globalement, le TDD est souvent comparé avec un méchant cycle en V, des gens horribles qui pratiquent, qui font du code n'importe comment, etc. En ayant une grande variété de pratiques là-dedans et potentiellement des trucs qu'on ne voit pas qui seraient des pratiques qu'on appelle l'iterative test last ou le your way. Ouais, vas-y, enfin tes tests, tu les fais quand tu veux, avant, après, en fait, c'est pas très important. Et du coup, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est là-dessus que s'est terminée globalement ma première conférence avec ce papier-là, c'est pourquoi la recherche sur le TDD n'arrive pas à conclure. Donc c'est génial, il y a plein de papiers qui n'arrivent pas à conclure, et à la fin ils se disent maintenant on va faire un papier pour se dire pourquoi on n'arrive pas à conclure, histoire de quand même à un moment réussir à sortir des trucs. Et ils ont sorti des éléments super intéressants. Le premier, c'est que quand on parle de test-driven development, en fait, on n'a pas d'idée précise de qu'est-ce que ça veut dire comme pratique derrière. Il y en a, ça veut dire qu'on va suivre un cycle où on fait des tests et du code. Parfois, c'est même pas un petit cycle, c'est juste du test first. Et puis, il y en a qui suivent le test-driven development tel qu'il a été présenté par Ken Beck de manière assez fiable. Mais il y en a qui font ça et qui ne s'interdisent pas de se faire un design préalable, ce qui n'est d'ailleurs pas interdit par Ken Beck. Mais donc, en fait, quand on a deux personnes qui disent « moi, je fais du TDD », et en pratique, ça ne veut pas dire qu'ils font la même chose. Et donc, globalement, d'un papier à l'autre, on est en train de comparer des choux et des carottes. Donc quand on observe une différence, est-ce qu'elle est significative? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de loi de la nature? On ne sait pas. Ensuite, un autre problème, c'est qui fait du TDD? Est-ce que c'est quelque chose de répandu? Et pour ça, il y a un premier papier qui a cherché à scanner les dépôts GitHub pour voir, si on regarde les dépôts, est-ce qu'on peut retrouver des patterns de TDD au niveau des commits? Pour ça, ils ont choisi le programme Java, parce que Java, c'est cool, il y a des projets assez structurés, on peut détecter les tests, etc. Et là-dedans, ils ont détecté 250 000 dépôts, et ils ont trouvé 0,8% de pattern de TDD sur les dépôts. Alors, comment est-ce qu'on détecte un pattern qui n'est pas TDD? Globalement, si les tests ils sont écrits après le code, qu'ils sont censés tester, c'est que globalement, ce n'était pas du TDD. Mais en fait, la majorité des projets, c'est simple, il n'y a pas de test. Donc en fait, c'est vite tranché. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en local. Potentiellement, les gens ils font du TDD en local, et pour une raison ou une autre, l'algorithme de détection du TDD n'est pas capable de voir qu'il y a du TDD qui a été pratiqué. Cool, on va passer en local. Donc ça, c'est une étude absolument géniale. Ils ont été intégrés un petit plugin dans les IDE des développeurs pour aller regarder. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu modifies quel fichier? Tu exécutes les tests? Ils passent? Et du coup, ils ont pu voir finement qu'est-ce que faisaient les développeurs. Et voilà, ça s'appelle motifs, croyances et comportements. Donc, vous avez une petite idée de ce qu'ils ont trouvé. Donc, là-dedans, qui fait du TDD?
On a quand même un corpus de 2500 développeurs. Je crois que le plugin a tourné pendant 1 an et demi et ils ont observé plusieurs sessions. Et là, c'est des pourcentages en termes de sessions. Et là-dedans, déjà, il y en a la moitié, ils n'exécutent jamais les tests. Donc, là encore, problème réglé. Eux, on est sûr qu'ils ne font pas du TDD. Ni du test first, ni... Voilà. Et parmi ceux qui exécutent les tests, 50%, honnêtement, c'est déjà pas mal. Et on s'aperçoit qu'il n'y en a que 1,7% des sessions qui respectent un pattern de TDD. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal, globalement, ils committent sans avoir exécuté les tests, ou alors ils font du refactoring, ou ils introduisent une fonctionnalité sans avoir modifié un test. Donc là, en fait, on le voit assez finement. Et ce qui est marrant, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle croyance et comportement, c'est qu'en fait, les gens qui disent et qui déclarent faire du TDD, c'est un petit peu plus que ça dans l'étude. Hein. Mais en pratique, même les gens qui disent faire du TDD, quand on regarde finement, ils n'en font pas toujours. Du coup, on va arriver à un sujet génial. Ça, c'est la deuxième conférence que j'ai faite. C'est la réponse à toutes mes questions, avec plein de nouvelles questions, en fait. Et donc, c'est un papier qui s'intitule « Une famille d'expérimentation sur le test-driven development ». Ce qui est important, c'est le terme « famille d'expérimentation ». Ce que ça veut dire, c'est qu'ils se sont fait suffisamment de groupes pour aller tester différents critères et être capable de voir l'impact des critères indépendamment. Et là, il y a la vraie version avec tous les auteurs, etc. Ils sont assez nombreux. Hein. Et donc déjà, ils se sont dit, si on veut comparer le test-driven development à quelque chose de connu, on va le comparer à l'iterative test last, qui est une pratique qui est assez proche. Je vais refaire un point hydratation. Ok. Alors, l'iterative test last, on en a parlé sans décrire ce que c'est. C'est très simple. On commence déjà par les méchants en haut. Les méchants, c'est le waterfall. On a des spécifications fonctionnelles. En théorie, on fait tout le code. Ensuite, on fait des tests et ensuite, on vérifie que ça marche. Voilà. Bon, personne ne fait ça stupidement. En général, c'est toujours adapté de manière assez pragmatique. Mais ça, c'est le méchant de l'histoire. Donc, on ne peut pas se comparer à ça. En fait, il n'existe pas et il y en a plein. Le test-driven development, on a des spécifications, on fait des petits cycles de développement, on commence par écrire un test, ensuite on l'implémente, et on a une boucle de feedback rapide. Et l'iterative test last, c'est exactement pareil, sauf qu'on écrit le test après. Voilà. Et du coup, ils vont chercher à évaluer la différence sur un certain nombre de critères, et de quel côté penche la balance, plutôt du côté du test-driven development, ou plutôt du côté de l'iterative test last. Déjà, le truc qu'ils vont comparer, c'est est-ce que commencer par les tests ou finir par les tests, c'est important. Ensuite, est-ce que le niveau d'expérience joue? Est-ce que le sujet sur lequel on travaille joue? Donc eux, ils ont utilisé le calcul de score du Boolean, un grand classique des katas, et le Mars Rover Kata, donc là aussi des exercices assez standards. Et pour juger si une technique est plus intéressante qu'une autre, ils vont regarder la qualité externe. Voilà. Donc si le code est joli, ça améliore la qualité interne, mais les utilisateurs s'en cognent. Donc eux, ils vont regarder ce qui impacte les utilisateurs. Donc niveau protocole, moi je trouve que globalement, ils ont fait les choses dans le bon sens. Et comment ils vont évaluer ça? Globalement, chaque personne va réaliser un bout de code en orange. Et ils peuvent utiliser les tests qu'ils veulent. Ils bossent comme ils veulent. De toute façon, à la fin, on garde leur code de production, on vire leurs tests, et on les remplace par un jeu de tests de référence. Et sur ce jeu de tests de référence, on va regarder le pourcentage de tests qui passent ou pas. Ça fait un score assez objectif. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que, en fait, sur l'ensemble des cas, là, il n'y a pas de différence et on a un tout petit coin de leur marge d'erreur là qui cogne dedans. Donc c'est qu'en fait, on ne peut pas conclure à une différence, mais c'est quand même légèrement du côté où l'iterative test last serait plus efficace que le test-driven development. Mais d'un point de vue général, on ne peut pas conclure. Par contre, on peut aller regarder le détail, élément par élément.
Déjà, en fonction du sujet qu'on traite, on s'aperçoit qu'il y a une différence absolument énorme. Les gens qui ont fait le Mars Rover Kata, ils ont entre 25% et 30% de tests qui passent en moyenne. Déjà, c'est pas très bon, hein, mais c'est dans le cadre d'un exercice, donc c'est toujours compliqué. Et par contre, pour le Boolean score, on a beaucoup mieux, mais c'est plus aux alentours des 50%. Donc déjà, élément super intéressant, si les sujets sont différents, vous pouvez comparer que dalle. Donc toutes les études empiriques, etc., où il y avait, tiens, tu fais un driver chez IBM, et puis moi je fais MSN chez Microsoft, et en vrai, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Donc c'est un élément intéressant. L'autre sujet, c'est est-ce que le langage de programmation utilisé va avoir un impact? Et là, on s'aperçoit que, en fait, non. Globalement, que les gens ils fassent du C#, du C++ ou du Java, les résultats sont trop proches et on ne peut pas conclure à une différence. Alors, point intéressant, dans une conflue récente, j'ai trouvé de la biblio qui potentiellement permettrait de creuser ce sujet, mais je ne l'ai pas encore lu, donc j'en dirai pas plus. Ensuite, si on se dit, quand même, on ne peut pas comparer des étudiants et des professionnels. En fait, si, globalement, ils ont à peu près les mêmes résultats, en fait. C'est la même tendance. C'est plutôt du côté de l'itérative test last, mais bon. Et par contre, voilà, si on va regarder en détail, on s'aperçoit que les étudiants qui font de l'itérative test last performent mieux que les professionnels qui font du TDD. Voilà. Un résultat que je pose là, en toute tranquillité. Après, ce qui est intéressant, c'est en fait le niveau d'expérience, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, globalement, il y a des gens, à un moment, ils ont un diplôme, ils passent du monde de « je suis un sale étudiant » à « maintenant, je suis un professionnel de l'informatique », ça n'a pas de sens. Donc en fait, ils ont demandé un peu plus de qualitatif sur les participants, et ils ont demandé c'est quoi votre niveau d'expérience sur différents éléments. Donc, typiquement, le langage de programmation qui a été utilisé, le framework de test qui a été utilisé, et puis la programmation générale et les compétences en test unitaire de manière générale. Et là, on observe des trucs un peu plus intéressants. Là, c'est le graphique pour les professionnels. Si ça penche vers le bas, c'est que l'itérative test last est plus intéressant. Si ça va vers le haut, c'est que c'est le TDD. Et là, on observe que plus les développeurs sont expérimentés, plus ils bénéficient de l'itérative test last. Petite baffe dans ma gueule à titre personnel, parce que je m'y attendais pas du tout. Et l'élément qui est encore plus intéressant, c'est que les gens qui sont le plus expérimentés avec le test ont plus de facilité à faire de l'itérative test last. Et d'ailleurs, c'est l'élément sur lequel dans le papier ils disent, là on peut conclure que effectivement, on observe significativement une différence pour les gens qui sont plus expérimentés dans le test. Et maintenant, si on prend les étudiants, pour ceux qui ont plus d'expérience en test, globalement, on observe un peu la même tendance que chez les développeurs professionnels. Par contre, les gens qui sont plus à l'aise avec la programmation, eux, ils seraient plus à l'aise avec le test-driven development. Et alors, la question que se sont posées les participants, enfin les gens qui ont fait l'étude, c'est pourquoi on ne retrouve pas le même phénomène chez les professionnels que chez les étudiants? Et ils n'ont pas de réponse très tranchée, mais ils ont observé que potentiellement, le fait qu'un étudiant dise « moi j'ai un niveau de confiance de 4 en programmation », là où un développeur dise « j'ai un niveau de confiance de 4 en programmation », ça fait que c'est difficile de comparer les deux. Parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes échelles. Et par ailleurs, ils se disent que si on considère que les étudiants ont tous plus de difficultés avec la programmation de manière générale, en fait, le test-driven development qui inverse la logique, ce qui pourrait expliquer, c'est qu'il faut être à l'aise en programmation pour être capable d'écrire un test sur du code qui n'existe pas encore. Mais c'est des hypothèses qu'ils lèvent, parce qu'en fait, ils n'ont pas les données pour aller vérifier ça. Du coup, la conclusion générale qu'ils tirent, c'est c'est quasiment pareil, mais ça pencherait plutôt du côté de l'itérative test last pour toutes les populations, sauf les jeunes qui seraient plus à l'aise avec le développement que les tests. Et du coup, si on a ça, on peut se dire que ce qui est intéressant en fait dans ces pratiques-là, c'est pas le fait de commencer ou de terminer par les tests. En fait, c'est les autres éléments. Voilà. On fait des petits cycles, on a une boucle de feedback rapide.
Maintenant, on va essayer de conclure qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Bah, globalement, il arrive que des gens très bien intentionnés, du genre de quelqu'un qui ressemble très très fort à Robert C. Martin, et bah, parfois ils racontent des trucs, et qu'en fait ce soit le contraire de ce qu'on trouve dans les publications scientifiques. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que ça marche très bien pour Robert C. Martin, mais que ce n'est pas forcément quelque chose de généralisable. On a vu que le test-driven development, a priori, bah, on passerait un petit peu plus de temps à en faire, et ça diminuerait les bugs. Donc si jamais on veut tenir des discours du genre grâce au test-driven development, on va aller plus vite, faut peut-être faire gaffe à ce qu'on regarde en fait. Si on regarde les bugs, ouais, potentiellement, si on inclut le coup de fixe, ça peut être vrai. Sinon, vaut mieux être prudent dans ce qu'on affirme. Ensuite, faut pas taper sur les plus petits que soi. Si on veut se comparer, bah, faut se comparer à des gens pour lesquels ça a du sens. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il y a peut-être peu de pratiquants du test-driven development de manière stricte, c'est qu'en fait, si ça se trouve de manière intuitive, on s'aperçoit que c'est pas le fait de suivre un cycle strict de TDD qui fait l'efficacité. Parfois, une autre manière de faire, en renversant un peu la logique, c'est plus efficace. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui switchent de l'un à l'autre en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et de manière assez naturelle, sans forcément le penser. Et ce qui marche, en fait, dans ces techniques-là, ce qui fait leur efficacité, en fait, c'est le fait qu'on fait des tests, on fait du refactoring, et ça fournit un framework dans lequel l'intégrer. Et par ailleurs, on a ces boucles de feedback rapide, on travaille par petits incréments. Et ça, c'est des éléments qui marchent. Et du coup, bah, là où avant, j'avais tendance à voir l'artisanat logiciel un peu comme un socle culturel qu'il fallait appliquer en bloc, maintenant, j'ai plus tendance à le considérer comme une boîte à outils à la carte, et je vais sélectionner ce qui me semble intéressant. Et si je dois faire des recommandations, bah maintenant, je ne vais pas dire tiens, tu as un problème, tu devrais faire du test-driven development, ça va résoudre tous tes soucis. Non, je vais commencer à faire des trucs un peu plus accessibles, genre. Et si tu essayais de faire des plus petites itérations, travaille sur des petits incréments. Voilà. C'est ma conclusion en termes de contenu. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie toutes l'orga de Tourentech, parce que bah, sinon, il n'y aurait pas grand-chose. Je remercie mes sources, parce que sinon, il y aurait juste des dessins potentiellement peut-être rigolos, mais en termes de contenu, ça aurait été sacrément creux. Merci les sponsors, parce que sans pognon, globalement, on n'a pas des lieux comme ça, on n'a pas de captation vidéo, et c'est vachement moins fun. Si jamais vous voulez continuer la conversation, vous pouvez me trouver dans mon adresse de contact ici. J'ai oublié de mettre un T dans mon email, donc il faudra corriger la typo. Si vous voulez discuter avec moi sur un réseau toxique, je suis sur Twitter. Et puis par ailleurs, bah, s'il y a des gens d'entre vous qui sont intéressés pour rejoindre les montagnes et venir faire du ski, ma boîte recrute. Vous pouvez me contacter, on en discute. Et j'ai suffisamment bien prévu, ça nous laisse 15 minutes de questions. Merci. Ouais. Pour revenir au tout début du sujet sur la taille des fonctions, le papier il présente du coup qu'un seul projet qui est un truc assez spécifique du coup, sur de la gestion de satellites, de l'entreprise, je sais pas exactement. Et du coup la conclusion elle est faite uniquement sur la taille des fonctions et on peut s'imaginer sur certains projets, notamment par exemple je sais pas des projets il peut y avoir pas mal de mathématiques, etc., de calcul, où on a des énormes fonctions qui font des calculs mathématiques très complexes, qui ont été rédigés par une seule personne, potentiellement mathématicien, mathématicienne, plus que dev ou j'en sais rien, et qui a très peu été touché par d'autres personnes. Ma question c'est est-ce que du coup cette robustesse, on va dire, des fonctions en fonction de leur taille, elle a été aussi comparée au nombre de contributeurs qu'il y a pu avoir sur chaque fonction, qui aurait pu introduire, mal comprendre le code, introduire des défaillances, etc., des régressions, ou est-ce que ça existe dans d'autres papiers, du coup, ce genre de... Ok. Alors je répète pour la captation vidéo et pour vérifier si j'ai bien compris. Donc là l'idée c'est est-ce que la taille des fonctions ça a été évalué sur des sujets, on a recoupé ça avec la complexité sociale. Ma réponse, pas à ma connaissance, parce que déjà j'en ai bavé pour trouver un papier qui parle de ça. Parce qu'en fait ça intéresse plus personne. Donc j'ai pas d'éléments d'information
Par contre, il y a des papiers très intéressants sur la complexité sociale qui montrent que globalement, c'est un très bon prédicteur de bugs. Voilà. Le problème, c'est que ça, c'est des papiers plus récents et que ça n'a jamais été croisé avec des éléments aussi simples que ça. Donc, je ne peux pas apporter de réponse à cette question. Maintenant, vu que le programme complet, il faisait 90 000 lignes, j'ai l'impression que la complexité sociale, elle était quand même relativement faible parce que, de mémoire, je crois que c'était une équipe de 5 personnes maximum. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'ils n'avaient pas trop de problèmes qu'on pourrait retrouver sur des bases de code qu'on a maintenant, qui sont un peu plus complexes, avec des tailles d'équipe un peu plus grosses. Mais la vraie réponse, c'est que je ne peux pas conclure. Et je vais encore vous faire cette réponse pendant 13 minutes. Ouais. Mm. Ouais. Alors du coup là, c'est une question autour de la... En fait, quelles sont les bonnes mesures de complexité pour la taille des fonctions? Ouais. Alors, il y a pas mal de papiers globalement qui cherchent à évaluer différentes formes de complexité. Et en fait, la complexité cyclomatique, qui est très classiquement utilisée, c'est pas la meilleure. Et j'ai en tête une publication qui porte sur les causes de l'échec de Windows Vista, dans lesquelles ils ont évalué différentes formes de complexité, et dans lequel ils ont vu que le meilleur prédicteur de bugs, en tout cas un des meilleurs, c'était le nombre de personnes qui ont bossé sur un fichier. Moi, à partir de là, j'ai deux choix. J'ai le choix d'aller faire un git blame pour savoir si je vais suer du front pour aller modifier du code, ou d'aller me lancer dans des calculs de complexité qui sont plus pénibles que la complexité cyclomatique. J'ai fait mon choix. J'ai un truc plus efficace et plus simple. Mais du coup, ouais, c'est très étudié, mais il faut se méfier parce qu'il y a pas mal de papiers dans lesquels ils prennent la complexité cyclomatique comme référence et puis ils disent « Coucou, on a inventé une nouvelle forme de complexité qui est meilleure pour prédire. » Mais comme ils ne se comportent pas tous entre eux, tu as 12 milliards de nouvelles solutions et à la fin, tu te poses la question « J'édite du code, comment dans mon IDE, je sais quelle est la difficulté ?» Parce que les algorithmes, c'est bien de complexité, mais il faut qu'ils soient implémentés, sinon tu ne peux pas les utiliser. Voilà. Ouais. Alors du coup, la question c'est quel est l'impact du typage fort sur la robustesse du code? Et bien globalement, j'ai pas lu d'informations à ce sujet. Par contre, j'ai une piste bibliographique que j'ai trouvée. Globalement, j'ai un papier de recherche qui listait 15 questions en développement logiciel sur lesquelles il donnait de la biblio qui apportait des réponses. Le problème, c'est que mon sujet à ce moment-là, c'était pas de creuser cette biblio. Par contre, je prévois d'aller creuser ces 15 questions dans une prochaine conf que je présenterai quelque part. Et donc pour l'instant, je peux pas te répondre. À titre personnel, j'ai tendance à me dire que le typage fort, c'est quand même pas mal, mais j'ai pas d'éléments. On n'est pas dans la science, là. Ouais. Ouais. En tant que développeur C qui n'a pas la possibilité de faire de l'objet, alors je répète du coup, donc l'idée c'est globalement les langages qui ont été comparés dans l'étude sur TDD versus ITL, ils étaient quand même relativement proches. La réponse est oui. Et en fait, moi, il me manque les éléments d'information sur effectivement des langages un peu plus différenciants. Qu'est-ce que ça aurait apporté? Alors là-dessus, pour le coup, c'est un point que j'ai creusé dans la biblio parce que c'était dans les 15 points, mais j'ai juste la réponse globale. C'est globalement, la techno a quasiment pas d'impact. Par contre, j'ai pas creusé précisément de ce qu'ils avaient fait pour apporter cette réponse à cette question-là. Donc j'y répondrai plus tard. C'est ma variante de je peux pas répondre. Ouais.
Alors, donc la question c'est, dans les études, est-ce qu'il y en a qui intègrent le temps de build et le temps de run pour voir si c'est plus performant ou pas? À ma connaissance, non, parce que globalement, en fait, ils regardent plutôt la réalisation de la tâche de manière générale. C'est au niveau d'un ticket. Donc ils vont regarder, on a réalisé tel feature dans tel ticket, et ensuite on a tel bug, et c'est lié à tel feature, donc on peut retrouver vaguement les tickets. Enfin, c'est ce genre d'informations qu'on a dans les bug trackers de boîtes comme Microsoft et IBM. Sur le temps de build, non. Si je voulais troller, je dirais que si on est en train de builder un projet Java ou un projet C, ça peut changer, mais en fait... Ah, ouais. Ah, donc globalement, c'est plutôt build en tant que développement de fonctionnalité pour construire une feature. Et bah globalement, c'est le gros point mort qu'on a dans les études existantes, parce que du coup, dans les études empiriques, ils ne regardent pas sur le process complet. Et malheureusement, ils ont les informations, mais il faudrait qu'ils fassent les protocoles en fait pour les exploiter. Et je pense que des boîtes comme Microsoft seraient très preneurs pour faire ça. Et là, le papier sur le TDD versus ITL, comme ils ont fait une famille d'expérimentation, et ben en fait, c'est un cadre académique. Et donc, on retourne sur un sujet qui n'est pas vraiment significatif du terrain. Donc, ils ont pu conclure sur des caractéristiques propres du TDD et de l'ITL dans un certain contexte, mais ils n'ont pas pour l'instant creusé la direction de les études empiriques sur le terrain pour aller creuser, quel temps on fait gagner aux équipes de test, quel est l'impact total sur le produit. Par contre, je pense que c'est la direction qui est en train de prendre la recherche, mais l'étude précédente, elle est sortie il y a 2 ans en fait. Hein. C'est hyper récent. Ouais. Alors, la question, c'est comment je trouve mes sources. Alors, moi, j'ai tendance à faire la version légale, c'est-à-dire que globalement, je vais utiliser un site comme ResearchGate, je peux taper des mots-clés. Si je cherche Test-Driven Development, je tombe sur plein de trucs. Si je cherche la taille des fonctions, là, je tombe sur rien du tout et je suis bon pour passer par Google pour essayer de comprendre. Mais en fait, les scientifiques, quels mots-clés ils utilisent pour parler de ce concept? Et après, pour accéder au papier, globalement, tu cherches le titre du papier, tu rajoutes PDF. Et souvent, légalement, tu as une version de draft que les auteurs ont mis à disposition, qui est quasiment le contenu final, mais ce n'est pas le contenu éditeur, donc c'est celui qu'ils ont le droit de diffuser. Et après, il y a un truc qui s'appelle Sci-Hub, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est comme Pirate Bay, c'est pas bien, le faites pas. Mais pour information, sur la page Wikipédia de Sci-Hub, en général, il y a un lien vers une version qui marche. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en informatique, globalement, par rapport à d'autres secteurs, on est plutôt privilégié. J'ai trouvé toutes les études sur mes conf tech en libre accès sur Internet. Il y a un moment où je suis allé creuser du côté du climat et des sciences sociales, et là, c'était une autre paire de manches. Ouais. Avant de poser ma question, j'ajouterai aussi un élément d'information là-dessus. Parfois, il y a juste moyen de contacter l'auteur et lui dire est-ce que tu peux m'envoyer ton papier par mail, et généralement, il l'envoie. Ok, je réagis pour la captation. Parfois, il y a moyen de contacter l'auteur. Je l'ai fait, j'en ai pas un seul qui m'a répondu. Ouais. Je pense qu'ils se font spammer. Est-ce que tu as vu passer des papiers ou études qui portent sur le domain-driven design, voir quel impact ça a sur la qualité, le nombre de bugs? Ok, donc la question c'est est-ce qu'il y a des études sur le domain-driven design? Eh ben, personnellement, j'en ai pas trouvé. Je ne l'ai pas spécialement cherché pour une raison simple. C'est globalement, quand je me suis aperçu l'état de maturité pour évaluer le test-driven development, qui est une pratique qui est quand même décrite avec précision dans un bouquin, aller demander à la science d'évaluer le domain-driven design, qui est une boîte à outils technique, au niveau du dessus, je suis parti du principe qu'ils n'étaient pas prêts. Par contre, je pense que potentiellement, il doit y avoir des études intéressantes à plus haut niveau sur des aspects du domain-driven design que je n'ai pas encore creusé, aussi pour une raison simple, c'est que je me sens plutôt apprenant du domain-driven design, et si je lis des papiers, j'ai quand même envie de comprendre de quoi ça parle, pour pouvoir faire des parallèles avec mon expérience. Voilà, donc peut-être dans quelques années, j'aurai des trucs. On a encore 4 minutes. Ouais. Hmm. Parce que par exemple, si je fais une fonction que je fais return null, ça prend 0 et j'ai 100% de
Alors par contre, je comprends pas pourquoi tu parles de returnal. Alors, ok. Donc en fait, le point que tu soulèves, c'est globalement, potentiellement il existe des cas où si on compare le temps de développement par rapport au nombre de bugs, tu peux mettre un temps nul à faire de la merde. Voilà. Le truc, c'est que dans les études empiriques, les gens qui sont payés et qui ont des entretiens annuels avec des N+1, en général, ils font pas ça. Et donc, sur l'ensemble des participants, souvent, on observe des comportements qui sont quand même proches de l'activité que ferait un développeur, on va dire, qui n'est pas en abandon de poste. Du coup, on n'a pas raison. Globalement, ce genre d'études sur lesquelles on regarde le comportement des gens, il y a complètement moyen de les piéger, potentiellement. Mais c'est pour ça qu'ils utilisent des échantillons de taille importante. Et c'est pour ça qu'on utilise des publications qui ont été revues par les pairs, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont regardé que d'un point de vue méthode, d'un point de vue construction des échantillons, etc., on a pris des précautions pour éviter les effets indésirables. Et d'ailleurs, dans la plupart des papiers, pour ceux qui n'ont jamais lu de papier de recherche, la majeure partie du temps, c'est on décrit ce qu'on va faire, un tout petit peu de résultats, et la principale truc qu'ils disent en conclusion, ça va être de l'autoflagellation pour dire, alors voilà toutes les raisons qui font que ça aurait pu être invalide, et voilà ce qu'on a mis en place pour essayer de s'en protéger. Voilà, et typiquement c'est ce qui différencie les publications de recherche relues par les pairs et des publications d'entreprises parfois plus de type communication, dans lesquelles on a des résultats absolument extraordinaires, mais qu'on ne peut pas reproduire, vérifier ou analyser finement. On a encore 2 minutes, on n'est pas forcé de les utiliser. On est bon ? Ok. Merci à tous.